Rebonjour, merci d'être avec nous. Je vous demande d'accueillir Adrien Ledoux, qui est cofondateur de Job Teaser. Un peu plus de bruit quand même. Alors Adrien, bonjour. Bonjour. Tu as créé Job Teaser en 2008. 2008, ouais, ça fait 10 ans maintenant. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça a évolué? Alors oui, Job Teaser, on l'a créé en partant d'un constat personnel, c'est-à-dire qu'on était en conseil en stratégie et au bout de 2 ans, on s'est dit qu'on avait envie de bouger. On aimait bien notre métier, mais on avait envie de voir autre chose et on s'est rendu compte que c'était difficile de se renseigner sur les entreprises et leur métier pour trouver sa voie professionnelle. Et donc on s'est lancé pour créer une plateforme où les jeunes diplômés pouvaient prendre de l'information pour essayer de trouver la bonne voie pour eux professionnellement. Voilà, donc ça a passé par une plateforme où les entreprises se présentent, notamment via des vidéos métiers, pour qu'en tant qu'étudiant, je puisse comprendre le quotidien dans telle ou telle entreprise. Voilà. Et puis en 2013, on a eu un élément d'accélération fort, parce qu'on était un site assez classique, avec des offres d'emploi, de stages, des pages de présentation. Et en 2013, on a une école qui nous a demandé à ce que notre site devienne le site carrière officiel de son établissement. C'était l'ESSEC. Et on s'est dit que c'était une super opportunité parce que devenir le site carrière de l'ESSEC nous permet d'avoir une visibilité et de mieux réaliser notre mission. Marque blanche, en marque blanche, mais en fait, la marque reste visible quand même, Job Teaser. Et donc, on a mis toute la stratégie là-dessus parce qu'on se disait que c'était au service de notre mission. Et notre mission, nous, c'est de permettre à la nouvelle génération de révéler son potentiel et de s'accomplir, donc trouver sa voie pour en faire bénéficier la société. Et on s'est dit que travailler avec les écoles et universités, c'était un bon moyen d'aller plus vite. Et donc aujourd'hui, on a équipé plus de 400 écoles et universités en Europe, donc quasiment la totalité des écoles de commerce et d'ingénieurs en France. Et donc concrètement, ce qu'on propose, c'est on propose à nos clients, qui sont les entreprises et qui veulent recruter des jeunes talents, on leur propose de diffuser leurs offres, leurs contenus directement dans un réseau de 400 écoles et universités à travers l'Europe. Et les écoles et universités, elles ont une plateforme gratuite qui leur permet de mieux toucher leurs étudiants. Voilà. Et au milieu de tout ça, évidemment, le plus important, c'est les étudiants qui se retrouvent avec plus de contenu, plus d'opportunités, une plateforme plus moderne. Donc tout le monde est gagnant. Okay, donc le business model, c'est vraiment gratuit pour les universités et les écoles. En revanche, les annonceurs, les entreprises payent pour mettre leur annonce. On a appris que c'était un nouveau business model en essayant de convaincre Politecnico Milan. C'est un professeur italien qui m'a expliqué que c'était un modèle, pas Job Teaser, mais le modèle du marché biface. Il appelait ça le two-sided market approach. C'était un nouveau business model qui consiste à équiper un marché gratuitement. Nous, c'est les écoles et universités. Donc là, en concurrence des acteurs logiciels qui faisaient payer l'école pour une plateforme carrière. Nous, on arrive avec un outil qu'on veut meilleur et en plus, c'est gratuit. Ça nous fait avoir un plus grand reach, toucher plus d'étudiants. Et on monétise ça auprès des entreprises parce qu'après, quand l'entreprise nous dit comment vous touchez les étudiants de l'université de Dauphine, on leur répond on est le site carrière de Dauphine. Donc au lieu de toucher 5-10% des étudiants, on en touche quasi 100%. Voilà, donc c'est ça le business model. Okay. Et alors du coup, sur les 400 écoles et universités partenaires, tu as cité l'ESSEC, Dauphine, enfin les grandes écoles. Est-ce que vous êtes vraiment que sur des universités élitistes, entre guillemets, ou est-ce qu'on peut aussi trouver des étudiants dans des universités plus, je ne voudrais pas dire basiques, mais... je comprends la question. Et en fait, nous, dans toutes nos décisions, on se rattache toujours à notre mission. Et notre mission, c'est de révéler le plus de talent possible, donc on n'a pas vocation à le faire qu'à HEC et l'ESSEC, parce que peut-être que c'est même là où ils ont moins besoin de nous. Donc justement, quand on s'est posé cette question, on s'est dit ça a du sens de toucher le plus d'étudiants possible. Donc la réponse, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 20 universités en France, je pense à l'université de Nantes, l'université de Bretagne occidentale, où on arrive avec une plateforme, alors qu'avant peut-être ils n'avaient pas d'outils ou un outil interne qui évoluait peut-être pas assez. Ils avaient une centaine d'offres et tout d'un coup on leur apporte 5000 offres. Et donc pour les étudiants, c'est un vrai plus. Donc nous, par rapport à notre mission, ça a du sens de toucher un maximum d'étudiants. Donc on ne se limite pas. Et en plus, nos clients, c'est là où on apporte, je pense, de la valeur pour tout le monde. Ils ciblaient avant peut-être 10-15 écoles et universités, celles qu'ils connaissaient, parce qu'ils n'allaient pas mettre leur contenu dans les universités qu'ils ne connaissent pas. Et là, ils diffusent, par défaut, de toute façon, ils diffusent leur contenu dans tout notre réseau. Et là, ils se rendent compte qu'il y a des talents partout. Ils disent, tiens, je ne savais pas que dans cette université, il y avait cette spécialisation-là. Et grâce à Job Teaser, je découvre des nouveaux programmes dans des écoles universités que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est ça qu'on essaie d'apporter. Et du coup, est-ce que la pénurie de talent existe vraiment ou est-ce que c'est juste parce qu'on ne sait pas chercher?
Non, elle existe vraiment. Je pense qu'en plus, il y a un contexte actuel où il y a un départ, une volonté des étudiants d'avoir du sens et de l'impact, donc ils partent assez massivement dans les startups. Donc pour les grands groupes, ils font face à une nouvelle problématique où avant, c'était l'étudiant finissait son stage et était prêt à tout pour être recruté. Et maintenant, dans des entreprises prestigieuses, que je ne vais pas citer, à la fin de leur stage, l'étudiant dit bah, c'est super, mais je ne viens pas. Et donc là, les recruteurs n'ont pas l'habitude parce qu'ils n'ont jamais entendu ce message. Donc là, il y a une vraie guerre des talents à ce niveau-là, plus que jamais. Ok. Et alors du coup, dans ce contexte, comment est-ce que JobTeaser s'en sort? Vous êtes combien aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur le CA? Oui. Alors, le CA peut-être pas, mais on s'en sort plutôt bien parce qu'à partir du moment où on a quasiment l'ensemble des écoles et universités, on dit un point de passage qui est forcément impactant pour les entreprises. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on double de chiffre d'affaires chaque année là, depuis 4 ans, qu'on est plus de 150 maintenant chez JobTeaser. On a plus de 400 écoles et universités, il y a 700 000 étudiants qui sont inscrits sur la plateforme et diplômés, et qu'on est dans 13 pays. Voilà. Parce qu'on a prouvé notre modèle, on est rentable en France. Donc et donc c'est pour ça que comme on avait prouvé notre modèle, ce marché biface, on a fait une levée de fonds avec Idinvest et Alven de 15 millions d'euros, parce qu'on s'est dit, on a prouvé, maintenant on a envie d'être leader européen, parce qu'il n'y a pas de solution jeunes talents au niveau européen. Il y a les clients, ils ont LinkedIn pour diffuser dans plusieurs entreprises, plusieurs pays, mais ils n'ont pas pour les jeunes talents de solution de référence. Donc notre objectif maintenant, c'est d'être leader européen. Ok. Et pas forcément d'attaquer les US mais chaque chose en son temps. Je pense que sur le moyen terme, en tout cas, c'est l'Europe, donc avec des gros marchés qui sont l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne notamment. Ok. Et alors du coup, Salesforce dans tout ça, quand est-ce que vous avez commencé à utiliser la solution? Alors, et comment ça se passe? Alors Salesforce dans tout ça, en fait, on a commencé assez tôt. Et ça, c'est le conseil peut-être principal qu'il faut retenir. C'est que quand on commence et quand on est 10, 15, 20, c'est peut-être un peu trop tôt. Parce que c'est un outil qui a un prix, évidemment. C'est un outil qui est très complet, donc on ne va pas utiliser toutes les fonctionnalités. Mais en fait, on a vu avec Uptime qu'ils ont commencé, ils étaient deux. Hein. Oui, mais justement, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est peut-être trop tôt, mais le coût de changement est tel que quand on a un vrai besoin, quand on a 15, 20 sales, et aujourd'hui, nous, on a 5000 clients, il vaut mieux commencer tôt, même si c'est trop tôt, c'est ça que je veux dire, parce que le coût de changement va être trop important si on attend 2-3 ans, les sales ont leurs habitudes et c'est hyper compliqué de tout migrer. Donc nous on a commencé vite et on est très content de l'avoir fait parce que ça nous a permis d'être très vite opérationnel et de grandir en ajoutant des modules au fur et à mesure. Ok, donc il faut quand même être sûr de soi. Je pense que ça dépend de la croissance qu'on a estimée de sa boîte. Si on veut rester à une taille relativement réduite parce que on est content comme ça, c'est pas forcément nécessaire. Mais si on se dit tiens, je vais avoir une croissance de ma force commerciale, il faut commencer le plus tôt possible parce que on va se structurer avec le produit. Voilà. Et en parlant de se structurer avec le produit, comment est-ce que vous utilisez Salesforce chez vous? Alors nous, on a une vision et une approche très intégrée de Salesforce. Je pense qu'on l'utilise, au départ, nous, on avait des Google Sheets où on mettait les listes de nos clients. Donc justement, en préparant cette interview, j'ai regardé nos vieux fichiers Excel et je voyais qu'on avait des vieilles colonnes et des codes couleurs et on ne s'en sort pas en fait. Et donc on l'utilise avant tout comme un CRM, c'est-à-dire avec les clients, les contacts, pour savoir quand les relancer, quelle est la dernière action, c'est basique. Et on l'utilise aussi pour, et ça c'est plus important, pour piloter l'activité, regarder en termes de management quel volume d'appels on a fait, combien de rendez-vous, et on l'utilise surtout pour piloter notre budget. Donc ça c'est ce que ça nous a apporté le plus, c'est d'être beaucoup plus précis sur qu'est-ce qu'on va faire comme chiffre d'affaires à la fin du mois. Parce qu'on a, pour donner un exemple concret, on a découpé notre cycle de vente en phases. Et on peut estimer de manière plus précise maintenant si l'opportunité va se faire ou pas en fonction du stade dans lequel elle était. Avant, c'était un peu le commercial qui disait je pense à 80% que ça va se faire. Là, on lui dit bah non, mais tu n'as pas passé l'étape 4, donc à mon avis, ça ne va pas se faire ce mois-ci. Donc tout ça, c'est les besoins basiques. Et après, on a fait des trucs un peu plus poussés depuis un ou 2 ans avec l'équipe qui est là d'ailleurs. On est en train de monter une équipe de business intelligence dont l'objectif, c'est de se focuser sur les résultats que sort Salesforce, analyser les données pour en tirer un plan d'action pour l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Alors pour vous donner un exemple concret, cette équipe peut dire on va rajouter un champ qui est pourquoi une université nous a dit non. On va le rajouter, après on va analyser, on va se rendre compte que la raison numéro 1 c'est parce qu'ils ont un outil interne. Et donc il faut peut-être faire une présentation marketing spécifique
pour expliquer pourquoi ça vaut le coup d'externaliser une solution et pas le redévelopper tout seul. Donc cette équipe va aussi dire, cette équipe commerciale fonctionne plus, ce pays est plus rapide à se lancer, et donc c'est quelque chose de clé pour nous. La deuxième chose qu'on fait qui est un peu plus aussi poussée, c'est qu'on commence à intégrer des données extérieures à Salesforce dans l'outil. C'est-à-dire qu'on a plusieurs plateformes dans l'entreprise, mais pour un commercial, il doit se référer à plusieurs outils. Salesforce, il y a un autre outil en interne. Et pour que tout soit dans Salesforce, on est en train de faire en sorte d'intégrer ces données dans Salesforce. Un autre exemple concret, c'est que nos clients, ils achètent des crédits d'offres, et c'est sur un autre outil. Et nous, on a envie que le commercial, quand il appelle son client, il sait très bien combien de crédits il lui reste sans devoir se référer à un autre produit. Donc on importe la donnée pour la mettre dans Salesforce. Voilà. Et le dernier élément du développement qu'on a fait, c'est qu'on a intégré Pardot en amont sur la stratégie de marketing automation et Service Cloud en aval. C'est quoi Pardot? Alors Pardot, c'est un outil de marketing automation. L'idée, c'est de pouvoir générer des leads par la production de contenu et donc envoyer un contenu ciblé à certains groupes de population pour essayer par des livrets blancs, des études, de générer du lead pour l'équipe commerciale. Et Service Cloud, c'est plutôt en aval, c'est tout le Customer Success. Et comme tout est Salesforce, finalement, pour vous donner un exemple concret, le commercial qui appelle son client, il sait qu'est-ce qui s'est passé entre son client et le service client. Pour éviter le côté j'appelle mon client, mais je ne sais pas que ça fait 4 mois qu'il discute avec le Customer Care et qu'il est bloqué. Et au moins, je suis au courant de ce qui se passe et des actions qui ont été menées. Et tout ça communique et est dans Salesforce. Et donc l'idée, c'est qu'on a toute la chaîne de valeur, du lead jusqu'au service client. Comme ça, on peut mesurer les temps de passage, les cycles, etc. Ok, ça marche. Merci beaucoup Adrien pour cette présentation hyper complète.